DG est cité, alors désolé pour l'acronyme, c'est la DSI des fonctions de la BNP. C'est-à-dire les fonctions risque, RH, aussi messagerie bancaire, finance, bien entendu. Mais c'est aussi d'autres types de clients, ce sont des fonctions en face de nous, qui sont l'IT, ce qu'on appelle l'IT pour l'IT, et puis les métiers, sur des services tels que l'archivage ou la GED. Donc des clients assez hétérogènes, et puis 2017, début 2017, la transformation de la banque, la transformation digitale. Bien entendu, pour être digital pour le client, il faut être aussi digital en interne. Et puis là, bon voilà, l'agilité, on en parle depuis quelques temps, et la transformation digitale. Donc le souhait au sein du département, c'était vraiment de modifier l'ADN. Transformation, c'est un changement d'état. Donc faire en sorte, qu'on utilise réellement l'intelligence collective, et que chaque collaborateur au sein du département puisse y participer et donner son avis. 2, on le fait quand même pour un client, donc faire en sorte que le client soit totalement onboardé, et vous aurez la preuve tout à l'heure, mais pas simplement en mode soyez plus agile, soyez plus réactif. Non, on le fait vraiment ensemble. Et à partir de là, on peut dire que c'est une question de mindset, mais généralement l'agile, quand on fait des erreurs, et j'en ai fait personnellement, on confond agilité avec agilité opérationnelle. C'est-à-dire qu'on regarde vraiment la partie droite, c'est voilà, Scrum, Kanban, toutes les frameworks, Safe, Lace, on les déploie, mais généralement, c'est pas vraiment pérenne. C'est-à-dire qu'avec le turnover que l'on peut avoir dans nos départements, au bout de 3 ans, en fait, il faut refaire des vagues. Donc soit on choisit de le faire sur un mode vague parce qu'on a vraiment besoin d'efficacité pour pouvoir développer des ressources sur des nouveaux projets, soit on se dit voilà, on va le faire à la vitesse du département et on va réellement modifier l'ADN et ce sont les collaborateurs et les clients qui vont plébisciter cette transformation. Et pour faire cela, il y a 3 autres dimensions que l'on a adressées. L'organisation organisationnelle, alors, bien entendu, vous avez entendu parler de tous les rôles que l'on peut mettre autour de l'agile, mais faire de l'agile dans une organisation où généralement pour développer un projet en production, il faut passer par entre 15 et 20 équipes différentes. Donc là, c'est vraiment en end-to-end, pouvoir vraiment toucher à l'organisation, mettre les bons rôles au bon endroit. Et ça, c'est vraiment un changement de culture dans des organisations où, typiquement pour nous, on sort d'une transformation dite industrielle au sens efficacité opérationnelle. Et lorsqu'on crée comme ça et qu'on silote un peu la connaissance, on peut avoir beaucoup de rigidité si on parle d'agile. Et puis bien entendu, et vous aurez un retour tout à l'heure, l'agilité stratégique avec une vision mais aussi un client et vraiment une voice of customer que l'on fait au début, mais une transformation que l'on fait sur l'intégralité. Et ça, c'était clé pour nous, faire en sorte qu'on travaille dès le début avec notre client. Pas juste, voilà, on a pris une commande, vous savez, on dit souvent l'agilité, ça fait quoi, des années et des années, depuis le manifeste agile. Un bon cycle en V, ça marche bien. Ça marche très très bien si la spec est claire et si elle ne change pas. Voilà. Il y a des années, on disait, bon, pour tout ce qui est projet réglementaire, ça ne sert à rien de faire de l'agile. Même maintenant, sur les projets réglementaires, les specs évoluent au cours des livraisons. Donc on doit être aussi agile pour ce genre de projet. Donc ça s'applique à un portefeuille qui est vraiment très très grand au sein d'un département IT. Et puis le quatrième aspect, qui est peut-être le plus important, le comportement. On dit souvent c'est une question de mindset, on donne des principes, mais si on ne les applique pas, et quand je dis appliquer, c'est toute la chaîne managériale, ça ne fonctionne pas. Si on demande aux équipes de faire de l'agile, mais que toutes les semaines on fait un comité opérationnel où on demande 150 pages de dashboard, ça ne marche pas. Si on ne fait pas confiance aux équipes, ça ne marche pas. Donc il faut de la liberté. Mais il faut de la liberté avec un cadre. Il n'y a pas de principe pour moi de liberté s'il n'y a pas un système d'autocorrection dans les équipes. Être capable de corriger, de faire cette boucle d'amélioration continue sans passer par le management qui va dire je ne suis pas content. Donc en mixant ces quatre dimensions et en mettant le facteur humain au cœur de notre transformation, voilà, on l'a commencé, on en est à la moitié, ça se déploie plutôt bien, on est à peu près à 30%. Alors ça peut paraître faible pour certains que du même on l'a fait en un an, mais on avait donné un principe de base à respecter dans le département. On avance à la vitesse du département et des collaborateurs. Donc on laisse personne de côté. Il n'y a pas les champions de l'agile au sein du département qui sont les premiers et qui apparaissent partout. Non, personne n'est laissé de côté. Et ça, dans ce genre de transformation,
le meilleur succès que l'on peut avoir, bah, peut-être que moi je ne le verrai pas en fait. Parce que modifier l'ADN, ça prend quelques années, mais en tout cas, on fait avec l'équipe, on met tout en place pour le faire. Et quand je dis tout en place, c'est pas juste un programme manager ou quelqu'un qui parle dans une plénière. C'est un vrai département de transformation. Et c'est ce qu'on a fait. On lui donne les moyens de la transformation avec des objectifs, mais un département de transformation qui facilite. Et ça, c'est clé. On a des expériences hein, où on fait un peu le rouleau compresseur, on fait un peu à la mode, voilà, à la fin de la vague, je veux tant de pourcentage d'efficacité. Ça ne marche pas si on ne facilite pas vraiment cette transformation. C'est ce qu'on a réussi à faire, on en est plutôt fiers. Et la preuve, c'est que voilà, on a eu un early adopter. Voilà, c'était la fonction risque. Il a dit bon là, on y croit, on travaille avec vous. On introduit aussi un peu de gaming de plus en plus. Hein. On fait du Scrum, maintenant on fait du Happy Scrum. C'est un peu plus sympa que les whiteboards vraiment assez rébarbatifs avec des chiffres partout. Mais en tout cas, avec ce early adopter, on a un beau programme. Et avec Arnaud, avec Alain qui est dans la salle aussi sur ce programme-là, vous allez avoir un retour d'expérience. Mais avant ça, je crois que je vais passer la parole à Romain. Comment on peut réussir à embarquer ces métiers dans la démarche? Nous, la conviction qu'on avait, c'est qu'on allait pouvoir le réussir avec eux et uniquement avec eux. Donc ça a été notre postulat de départ. Et on s'est dit, bah, pour ça, on va commencer par le pourquoi, où est-ce qu'on veut les emmener, et par une vision. Et là, l'idée, c'est de dire que SIT, demain, ou dans un avenir plus lointain, sera un partenaire de confiance pour son métier. Maintenant, ce qu'on a essayé de... Ils sont allés un peu vite. En deuxième étape, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on a posé cette vision qui est lointaine et qui est un peu abstraite, mais on est parti de ça. Et ce qu'on s'est dit, c'est que pour bien initier la chose, il fallait aller à la rencontre de nos métiers. Apprendre à les connaître, voir comment ils nous percevaient, qu'est-ce qu'ils pensaient de la qualité du service qui était rendu par SIT. Donc on a fait une série d'interviews. On allait rencontrer les managers des 12 fonctions, des 13 fonctions même, dont risque. Et en miroir, comme on essaye de bâtir un partenariat, on a interrogé les managers côté IT. Et on leur a dit, bah, à votre avis, comment vous êtes perçus par le métier? Qu'est-ce que vous voudriez faire différemment? Sur quel axe vous voudriez qu'on essaye de travailler ensemble? Et comme ça, on a trouvé un certain nombre de thèmes de travail. Ici, je vais en partager 3. On avait un qui était autour de la communication. Et on s'est aperçu en fait c'est un très bon exemple de communication. Non, en fait, on s'est aperçu que le métier nous disait « Ok, les délais, les projets prennent un certain temps, mais nous, ce qui nous embête vraiment, c'est quand vous ne nous prévenez pas dès que vous sentez qu'il y a un dérapage. Prévenez-nous en amont, on va s'entendre ensemble et on va essayer de résoudre ce problème-là. Vous nous prévenez trop tard. » Le deuxième point, c'était un peu en miroir, l'IT qui disait « Métiers, ils sont gentils, mais ils arrivent avec une solution, ils ont tout défini, tout est parfait, ils sont limite en train de nous dire le nombre d'étapes qu'il faut qu'on change. C'est pas comme ça qu'on va construire quelque chose ensemble. » Donc là, du coup, là, le postulat, c'était de se dire « Venez nous exposer vos problèmes, on va trouver une solution ensemble. » Et le troisième, qui était aussi un marqueur fort, c'est qu'il y avait des difficultés pour les deux partenaires à se comprendre. Quels sont les enjeux et les objectifs respectifs? Qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites vous avez de la dette, vous avez du legacy, vous gérez votre run, vous avez des problèmes d'obso? Moi, ça ne me parle pas, tout ça. Et en face, l'IT qui disait vos projets réglementaires, il y en a qui tombent tout le temps, on ne sait pas dans quelle direction on va, c'est très compliqué. Donc on a posé ces constats-là et on s'est dit la démarche de la transformation qu'on veut porter, elle se veut être autour du test and learn. Donc on a choisi un sujet pour initier la dynamique, pour que tout de suite les métiers se disent vous avez parlé, maintenant on va essayer de construire quelque chose ensemble. Et on a choisi un process hyper simple, hyper fluide et que tout le monde adorait dans la banque, c'est le processus budgétaire. Voilà, je vois que vous travaillez tous à la BNP, a priori. Non, je blague. Et en fait, là, ce qu'on s'est dit, c'est on a un sujet, on a mobilisé les gens autour de ce sujet-là, et maintenant, on va en profiter pour leur faire un peu toucher du doigt la façon dont on veut essayer de mener la transformation. Donc on s'est dit, on va faire 3 ateliers, un d'idéation, un de prototypage et un d'expérimentation, où très concrètement, on va mettre les gens autour de la table et ils vont essayer de construire leur budget comme ça, en salle, en 2 heures. C'est pas prévu? Et donc on a fait 3 ateliers de 2 heures, et ce qui en est sorti, une fois, c'est 3 éléments qui sont assez marquants. Le premier, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en se parlant, on arrivait à comprendre les objectifs et les enjeux de chacun. Et que finalement, l'IT disait, ok, j'ai compris où est-ce que le métier m'emmène,
Et le métier disait, ok, je comprends vos contraintes, je suis prêt à mettre de l'argent pour vous permettre d'adresser ce genre de sujet. Et le deuxième, dans la suite, ils se sont dit, bah tiens, et si on prenait nos projets, nos programmes, et qu'on essayait de les lier aux objectifs de la banque? Ah bah tiens, on arrive à le faire, et en fait, on arrive à voir la valeur qu'ont nos projets et nos programmes. On arrive à les prioriser, on arrive à discuter autour de ça, à les comparer, des projets qui sont de toute nature, de complexité différentes et de dimensions différentes. Et un troisième élément que j'ai trouvé intéressant et qui les amenait déjà vers une démarche agile, c'est qu'ils ont commencé à se dire, collectivement, ces grands projets pluriannuels sur 3 ans, est-ce qu'on ne peut pas essayer de les observer un peu différemment? Essayer de les lotir, de les compresser, de voir ce qui est de l'indispensable et de ce qu'on pourrait faire plus tard. Et donc on a commencé à rentrer dans une démarche où on s'est dit, bah, construisons ce budget différemment, observons-le différemment. Yes. Une fois cette première étape de test and learn passée, on s'est dit, bon, on va quand même essayer de leur donner une vision plus globale de ce qu'on essaye de faire avec eux. Donc on a fait un séminaire ouvert, on était une quarantaine de personnes, IT et métiers, on s'est réunis dans un campus à Lucienne, très sympa, et on a passé la journée ensemble à essayer de construire ce qu'on voulait faire. Et ça a été l'occasion pour nous de leur présenter les moyens de la transfo. On leur a dit, vous avez vu cette démarche en 3 étapes, idéation, prototypage, expérimentation, bah ça on a des gens qui savent mener ce type de démarche, on va savoir innover avec vous. Vous avez vu les raisonnements sur la priorisation par la valeur, bah ça on a des agilistes qui peuvent venir vous accompagner. On leur a présenté les moyens de la transformation et bah, les sujets sont arrivés. Et ça a déclenché une vraie dynamique, on a senti que ça crantait. Et les métiers d'IT ont commencé à dire, ok, allons-y, expérimentons, essayons de se transformer ensemble. J'arrive sur le dernier point, après 1 an, et ça c'est le challenge qu'on a maintenant devant nous en tant qu'équipe transfo, c'est on a amorcé avec ceux qui avaient envie d'aller, il y a des résultats, il y a des retours d'expérience concrets à faire, et André-Marc et Arnaud vont prendre la parole pour les expliciter, mais maintenant nous il faut qu'on poursuive cette dynamique, il faut qu'on arrive à les emmener plus loin, et à dire ok, on a passé cette première étape, où est-ce qu'on va maintenant? Donc une des pratiques qu'on a, et j'en profite, je fais le teasing, on va organiser, comme on fait tous les 6 mois, un événement avec nos métiers. Donc on imagine qu'en début d'année prochaine, on va se retrouver, métier IT, on va discuter de nos succès, on va discuter des initiatives en cours, et on va voir comment on se projette du coup sur cette année 2019, que je sens excitante et challenging. Je laisse la parole à André-Marc qui va nous faire du coup un retour sur cette transformation, mais cette fois-ci vue du métier. Je suis André-Marc Gaverio. Comme il a été présenté, je représente le volet métier, donc en face des équipes d'Eric et de l'écosystème IT. Risque en 2 mots, c'est le bout de la banque qui permet de piloter les risques que la banque prend dès lors qu'on fait du crédit, des activités de marché, etc. Et on va zoomer plus particulièrement dans quelques minutes sur le risque opérationnel, qui est un risque qui, pour des raisons historiques, est arrivé dans le giron de risque un peu plus tard dans son histoire, et pour lequel on a employé tout ce dispositif agile, et je vous ferai un témoignage. Tout l'enjeu de cette transformation, c'est évidemment de revoir en profondeur notre façon dont on voulait gérer notre risque opérationnel. Et quand je dis en profondeur, ce n'est pas uniquement, bien sûr, l'écosystème IT, système d'information, mais c'est aussi la révision des dispositifs en termes d'organes, de process, de façon de faire, etc. Donc c'est vraiment une réflexion assez profonde qu'on a voulu prendre dans le bon ordre, c'est-à-dire, enfin, dans la mesure du possible, revoir nos procédures, notre façon de faire, et avoir les bons systèmes correspondants. Et ce que je vais vous expliquer dans pas longtemps, c'est justement que cet ordre-là n'a pas toujours été idéal, et c'est pour ça que la méthodologie agile a répondu à toutes nos attentes, puisqu'elle nous a permis de nous ajuster au gré où nos certitudes se faisaient. Et on n'était pas dans une logique où on a des choses très claires à t égale 0 et il n'y a plus qu'à livrer derrière. On était clair, j'ai envie de dire, à 80%, et les 20% qui restent derrière, ça a été moins. Donc ce fameux cycle en V qu'on a bien connu, qu'on a chéri, parfois détesté, s'appliquait un peu moins, et il a fallu qu'on s'adapte, qu'on s'ajuste, et surtout qu'on n'attende pas pour avoir des premiers livrables, parce que si on s'était dit on veut réfléchir, et une fois qu'on sera au clair, on commence à faire des choses, on y sera encore. Donc là, ça a permis d'amorcer la pompe d'un dispositif
très intéressant. Les sujets réglementaires, alors, je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec l'écosystème bancaire, mais moi je l'ai vu dans mon périmètre. Pardon, il y a 3 ans, les sujets réglementaires, c'était 30% de mon activité, aujourd'hui c'est plus de 80%. Et c'est pas parce que c'est réglementaire que c'est toujours très clair, ce que dit le régulateur. Donc là aussi, on pourrait en parler pendant des heures, et je pourrais vous épuiser avec le sujet si vous voulez. Donc voilà, donc il y a aussi cette... il faut qu'on s'adapte à cette incertitude et qu'on arrive à avancer malgré tous ces différentes incertitudes. On a aussi acquis la conviction que la façon qu'on avait, au-delà même du risque opérationnel sur lequel nous allons revenir, que la technologie pouvait être un driver assez fort pour revoir notre façon de gérer les risques, notamment dans sa dimension d'anticipation, d'efficacité opérationnelle, etc., où on était bon, mais pas toujours aussi bon qu'on voulait. Je vais dire comme ça. Et donc, cette nouvelle façon de faire, cette nouvelle articulation avec notre partenaire préféré, nous a permis de mettre en œuvre tout ça, de changer un peu notre approche, et par la communication et les échanges que cette méthodologie nous apporte, de bâtir des trucs que, vu du métier, je pourrais dire qu'ils sont super. Les premières livraisons qu'on a vues, ça va dans le bon sens, on a des beaux résultats, et la route est encore devant nous, mais on a eu raison de prendre cette voie, justement pour essayer de mieux gérer notre transformation et certaines incertitudes que nous pouvions avoir. Et là, bien, vous allez retrouver des mots sur le slide, on parle de design thinking, etc. C'est des choses qu'on a faites et qui ont eu beaucoup de valeur. Ah, voilà. Donc là, alors là, on s'est réparti le temps de parole avec mon voisin, vous allez voir, c'est super. Je fais la partie de gauche, il fait la partie de droite, donc je me mets de l'autre côté. Alors, comme je vous le disais, nous sommes engagés dans la refonte. Au départ, le projet, c'était la refonte d'un système d'information. Un système d'information, si tout le cadre en amont n'est pas bien défini, à quoi doit-il répondre? Donc, c'est bien un programme de transformation que nous avons lancé. En termes d'organisation qu'il a fallu revoir, repenser, bâtir, revoir notre cadre procédural, c'est-à-dire les règles de la loi sur comment on veut gérer notre risque. Parce qu'on ne fait pas ça non plus n'importe comment. Et enfin, avoir une plateforme, un système d'information complet qui permet de gérer notre risque opérationnel, c'est-à-dire savoir consolider, détecter des incidents, les valoriser, mettre en place un dispositif de contrôle, suivre des recommandations, qu'elles soient faites par notre audit interne ou les auditeurs externes, et à la fin de tout ça, avoir une évaluation de notre risque pour pouvoir savoir où est-ce qu'on a des points rouges quelque part dans la carte du monde sur lesquels il faut agir pour le minimiser et le mettre sous contrôle. Donc une roadmap à 3 ans, dans ce contexte-là, n'était pas complètement déterminé, enfin les besoins n'étaient pas complètement déterministes. On savait à peu près ce qu'on voulait faire à 80%, parfois même à 50%, aussi. Et donc, la réponse qu'on a mise en musique, la solution, c'était faisons-le ensemble. Oui, en effet, André-Marc, Arnaud Scanf, je suis product owner au sein du programme et je coordonne un certain nombre de product owners. Donc à droite sont les principes valeurs agiles. Donc pour pouvoir répondre et pouvoir donner un certain nombre d'exemples, quand on a commencé le programme, nous n'avions pas des specs de 300 pages, nous n'avions pas des EDB très détaillés, des PowerPoint énormes, et il a fallu qu'on fasse des choix. Par quel produit on doit commencer? Et comme André-Marc l'a dit, on avait à peu près une vision métier assez claire sur une bonne partie du périmètre, et il a quand même fallu faire des choix. Donc on s'est dit, on commence par tel produit, parce qu'il nous semble assez stable. Côté risque, on sait très bien là où on va. Donc on y va, let's go. Et au fil du programme, on s'est dit, tiens, mais ce produit-là, il était vraiment super important il y a 6 mois. Mais aujourd'hui, il y a notre régulateur préféré qui nous met une pression sur un autre produit. Donc on avait prévu des produits sur les 3 ans, ceux-là, on va plutôt les mettre en fin, pour pouvoir reprendre un autre produit et le mettre un petit peu plus tôt au niveau de notre programme. Donc on gère les produits, on les bouge, on les avance pour pouvoir vraiment répondre à notre contexte. En termes de produits également, on n'avait pas les procédures. Donc on est dans un monde réglementaire et les procédures sont vraiment importantes pour nos produits.
Les procédures se sont faites dans nos ateliers. Donc on avait des ateliers avec des product owners, des business analysts, des utilisateurs de nos systèmes, et également des responsables de procédures. Et on a construit le système ensemble. Donc ce n'était pas dans un cycle en V où la procédure elle est détaillée, elle est finie, elle est produite, elle est diffusée et on développe l'outil. Non, il y a tout c'est fait en parallèle lors de nos ateliers. Alors, je vais sortir 2 secondes du slide, la panique, mais effectivement, tu m'as fait penser à quelque chose. C'est ce sujet de mobilisation collective sur un objectif commun. Quand on est dans un grand groupe, et je pense que certains s'y reconnaîtront, un grand groupe qui vit dans plusieurs dizaines de pays, si ce n'est au-delà de la centaine, avec des activités différentes, des géographies différentes, à un moment donné, ce qu'on veut construire, on veut que ça convienne au plus grand nombre, que ça fonctionne, etc. Et donc il y a cette méthodologie qui était assez nouvelle pour nous, le métier en tout cas, nous a permis de fédérer un certain nombre d'acteurs dans des rendez-vous bien précis et d'avoir le meilleur de nous collectif, j'ai envie de dire collectivement, pour avoir des premiers produits qui arrivent sur notre marché interne. Après oui, tu as touché du doigt un point très juste, c'est que on avait défini des priorités. En gros, on voulait corriger des choses où il y avait le feu, pour faire simple. On s'est dit, là où il y a le feu, il faut qu'on fasse des choses très vite. Et cette méthodologie nous y permettait. On n'avait pas bien anticipé effectivement que le régulateur passant par là nous mettrait le nez sur autre chose. Donc il a fallu réagencer tout ça. Et ça, quand on est dans un cycle en V et qu'on est au milieu du gué, c'est parfois un peu compliqué à prendre en compte. Voilà. Et là, je reviens sur le slide. Et par analogie avec ce fameux cycle en V, on ne voulait pas, parce que l'expérience a fait que, on ne voulait pas rentrer dans un tunnel de plusieurs années. On dit on se revoit dans X années avec un produit fini, sachant que tout évolue autour de nous, et on avait aussi besoin de se rassurer. Donc cette méthodologie, ce dispositif qui a été mis en œuvre, dès le départ on s'était dit mais allons-y, faisons-nous confiance et mettons-nous en situation d'avoir des livraisons assez régulières. On avait évoqué 6 mois, mais parfois c'est plus rapide. Et ça, c'est le meilleur argument qu'on puisse donner à n'importe qui, c'est regarder, on a livré quelque chose et ça fonctionne. La partie produit est vraiment extrêmement importante. Dans nos premiers comités de pilotage, en plus des différentes cérémonies agiles, on avait énormément de slides. Des slides. Donc des pavés de slides avec plein d'indicateurs, des tableaux de bord, des risques, des faits marquants. Et quand on avait le temps, à la fin, c'était le produit, démonstration du produit. Donc ça a duré peut-être 2 mois. Puis à la fin, on nous a dit, mais moi je préfère mon produit. Je préfère que vous racontiez une vraie histoire autour du produit. Et à la fin, ou en annexe, mettez les slides un petit peu, les fiches météo sur les produits, les faits marquants. Mais vraiment, ayez une vision produit et essayez de nous raconter une histoire autour des produits. Donc maintenant, les comités de pilotage, on préfère faire leur démonstration du produit. Voilà en fait ce que nous avons produit. Et on passe à la fin les slides si on a encore un peu de temps. Donc il y a vraiment une transformation. On préfère faire une démonstration du produit plutôt que de montrer les slides. C'est une innovation. Innovation. Le troisième point, c'est notre appréhension, notre appétit avec des technologies qui pour nous ne sont pas du métier connu, maîtrisé. Il y a plein de mots que vous connaissez tous par cœur, autour de la technologie Big Data, etc. On y a vu aussi un enjeu de transformation. Comment on peut utiliser la valeur ajoutée de ces technologies et faire de l'IT comme on est censé en faire en 2018, et pas reproduire l'ancien schéma. Donc c'est aussi un investissement, un apprentissage pour nous métiers. Et on est content de voir que ce qu'on a rêvé de pouvoir avoir, grâce aussi à la technologie et à toute cette méthodologie, on allait pouvoir l'obtenir conformément à nos attentes. Donc pour mettre en place toute cette innovation, la partie architecture était vraiment importante. Dans d'anciens projets, on voyait notre cher ami architecte, une fois tous les 2 mois, 3 mois, pour un comité. Il nous disait oui c'est bon, non c'est pas bon. Donc là, on a été totalement repensé, c'est-à-dire que les architectes ils sont avec les product owners. Donc on a une team qui est composée d'architectes,
plus avec des profils fonctionnels ou des profils plus informatiques. On a également dans cette team des experts IT et ils fonctionnent comme une team produit. Donc ils ont des sprints et leurs travaux ils sont en dépendance de nos produits. Donc c'est vraiment une team architecture IT qui est vraiment intégrée dans le programme et c'est une des grandes réussites puisque tous les problèmes on les a le plus tôt et ils aident vraiment le product owner, ils aident les business analysts à construire le produit. Donc ils ne sont plus là en mode je contrôle, ils sont là en mode j'aide et je suis vraiment dans les teams agiles. Et enfin, le dernier point qu'on a évoqué rapidement, c'est la vertu de l'exemple. Ça évite beaucoup de réunions et de questionnements et d'interrogations. En produisant un premier produit rapidement, on aligne beaucoup d'acteurs, on donne confiance aux clients que je représente, et du coup, à titre humain, ça fait plaisir à tout le monde et on avance d'autant mieux pour les produits suivants. Donc, de ce côté-là, c'est une vraie capitalisation. Avant de commencer un programme en mode agile de cette envergure, il y avait en effet un produit qui avait été développé en mode agile, un seul produit. Donc une team plus réduite, un budget un peu plus réduit. Et ça a été un succès, on a mis en service le produit en un an, un petit peu moins d'un an. Donc ça a été également pour le métier, oui. Ah ok, vous faites comme sur le produit qu'on a vu il y a un an, ok, je suis confiant, on y va. Donc avant de partir peut-être sur un grand programme ambitieux, on peut faire des preuves sur un produit, prouver au métier que ça marche bien. Ça a été le cas. Là, on a quelques indicateurs. Toutes les entités du groupe sont concernées par nos systèmes d'information. Donc on a à peu près 20 000 utilisateurs concernés. Dans notre scope, on a 10 nouveaux produits. Donc on n'a pas pu lancer les 10 produits en parallèle en même temps. On est maintenant au pic d'activité, on lance 5 produits, on est capable de mettre en œuvre 5 produits en parallèle. Un financement de 3 ans, donc c'est un financement de 3 ans, ce n'est pas un financement sur des specs ou une EDB, on nous paye pendant 3 ans pour faire le maximum de choses. Des pizza teams, donc on a un product owner accompagné de 2 business analysts et 5 développeurs front en back. On fait du sourcing en Roumanie. Également, comme je vous en ai parlé, on a une team composée d'IT et d'architectes. Alors, pourquoi on peut d'ores et déjà parler de succès? Déjà parce qu'on tire les premiers bénéfices de cette histoire qui a commencé il y a près de 2 ans maintenant. Mais en fait, ce qui est important dans cette collaboration, c'est que on n'est plus dans un mode où on réfléchit très fort et quand on est prêt, on commence à se parler. En revanche, ce qu'on a su dire, c'est quelle est notre vision. Voilà, c'est là où nous voulons aller, nous le client, nous ceux qui allons demain dans notre écosystème, allons devoir gérer les risques. Voilà la grande direction. Et sur cette fondation-là, c'est là où commence la collaboration. Beaucoup plus tôt dans le processus que l'on connaissait historiquement. Et donc cette vision long terme, cette orientation métier, sert de substrat à tous les ateliers, séminaires, design thinking et autres workshops qui ont eu lieu portés par cette vision. Donc sur la deuxième petite puce, le product owner, ils sont dans la DSI. Donc le product owner, il est responsable de la conception du produit de A à Z. Et en étant dans une DSI, le piège, c'est de ne pas être en lien avec tous les différents métiers. Donc c'est un énorme enjeu, il faut que le product owner soit en lien direct avec tous les utilisateurs du futur système d'information. On a fait un certain nombre d'ateliers en Asie, aux US, en France, en Europe. Donc un des gros enjeux d'un product owner qui est dans une DSI, c'est d'être en lien avec tous les différents métiers. Et également en lien avec risque. C'est-à-dire risque, ils sont quand même, déjà ils nous payent. Et également, ils sont en charge de toutes les procédures et de la vision métier des produits. Donc, c'est faire des ateliers avec des end-users, des gens de chez Risk, et animés par un product owner qui est dans une DSI. C'est toujours à moi, oui, pardon. On a également énormément appris sur notre processus pour pouvoir lancer un nouveau produit. La construction du sprint 0. Donc il y a eu quelques petits écueils au début. Donc maintenant, ce qu'on aime bien, c'est faire un séminaire design thinking. Donc on en a fait un l'année dernière. Il y avait 35-40 personnes venant d'Asie, des US. Il y avait également des responsables procédures. Il y avait des gens de chez Risk.
On les a mis pendant 3 jours ensemble, dans un très bel endroit. On a pu définir quel était le scope du produit, quelle était la vision métier. Il y avait quelques écrans qui étaient extrêmement importants en termes du X, du Y, donc on a travaillé tous ensemble dessus. Donc ça a créé un très très bel élan, ça a créé un très très bon dynamisme pour pouvoir lancer le produit par la suite. On s'est également amélioré sur l'onboarding des teams dev. Ils viennent pendant à peu près 5 jours en France, ils sont en Roumanie, ils viennent pendant 5 jours en France pour vraiment créer un lien fort avec l'équipe de PO et billets. En termes de formation également, on en profite pour faire des formations IT, architecture IT. On prépare également notre environnement de dev. Voilà, donc on s'est vraiment amélioré sur le process de lancement de produits. On dit maintenant qu'il est en mode industriel et ça marche plutôt bien, on s'améliore de lancement en lancement de produits. La 4e puce, c'est l'esprit One Team autour du Product Owner avec les équipes sourcing en Roumanie. Au tout début du programme, les équipes roumaines avaient leur propre KPI. Les équipes PO billets avaient également leur propre KPI. Les équipes roumaines avaient vraiment très fortement l'habitude de travailler en cycle en V, 0 anomalie. Donc on avait une tendance de livraison des des user story à la fin du sprint. Parce qu'ils voulaient qu'il y ait 0 anomalie, 0 défaut. Donc ils voulaient prendre 0 risque. Alors on dit mais non, mais nous, ce qui est important, c'est pas qu'il y ait des anneaux, il faut vous livrer au fil de l'eau. Nous, on aimerait voir ce que vous faites le plus tôt possible. Du coup, on a, avec leur management, on a décidé qu'ils n'auraient plus de KPI chez eux. Les seuls KPI valables, c'est les KPI au niveau de la team. Il y a une seule team, c'est la team composée de billets, de PO et de la team dev. Également, l'esprit One Team, c'est avec les architectes, experts IT. Maintenant, on ne peut plus dire c'est la faute de l'IT, ça ne marche pas, puisque tout le monde est dans la même team. Donc c'est plutôt intéressant et ça donne une approche vraiment intéressante. Tout le monde essaye, dans un objectif programme, de travailler le mieux possible et d'être prêt quand ils sont attendus. Les démonstrations régulières permettant de présenter le résultat et de renforcer les ondes du métier. Donc ça, j'en ai déjà parlé, c'est un axe fort. Plus fort que des slides, plus fort que des écrans, des print screens qu'on déroule dans les slides. Faire des clics sur les différents boutons, montrer que ça marche, c'est une grande avancée et ça permet de prouver à nos différents métiers que nous sommes là, que c'est pas que du vent, que le produit avance bien. Et enfin, un bel exemple, c'est qu'on sait se parler des réajustements nécessaires de nos plannings, de nos itérations et de la priorisation de nos besoins. Alors on n'est pas en train de changer d'avis tous les matins non plus, mais on n'est plus dans un schéma où on dit on part là-dessus et on n'en démordra pas pour les années qui viennent, peut-être livrées. Nous avons un énorme board composé de 5-6 produits qu'on mène en parallèle et on a mis toutes les dépendances entre les produits. Donc il y a également des dépendances avec la team architecture IT. Ils doivent produire des livrables, des documents de spec, d'architecture, des guides pour les développeurs. Également certaines fonctions qui sont critiques pour notre système d'information. On ne va pas toutes les confier à notre équipe sourcée en Roumanie. On fait également du dev un petit peu en interne. Donc un énorme board avec plein de dépendances entre les produits, nécessitant une coordination. Alors quel bilan, quelle perspective? Alors effectivement, j'imagine que vous tous, vous êtes tous ceinture noire en méthodologie agile, vous connaissez bien les principes, parce que vous êtes dans des écosystèmes peut-être en avance ou qui sont partis il y a plus longtemps, en tout cas que moi, je mêlerai personne d'autre à ce constat-là, mais dans l'écosystème où je suis, il y a un sujet de culture. Agile, ce n'est qu'un mot, tout le monde pense avoir compris ce que c'était, pas toujours maîtrisé. Donc il y a aussi un enjeu d'acculturation de l'écosystème métier sur ce type de projet. Ce n'est pas qu'un projet IT, vous l'avez compris, c'est bien plus global. Et il faut aller chercher l'adhésion de ces métiers, des end-users, pour les convaincre de tous les bénéfices qu'on pourrait en tirer, notamment sur des itérations très courtes, sur le fait qu'ils ont la parole, mais ils ont la parole s'ils s'y investissent un minimum. Enfin voilà, il y a tout un travail de changement culturel qui prend du temps, mais avec le recul que nous avons aujourd'hui, d'ores et déjà, les premiers bénéfices sont atteints.
Et rapidement, on se met en situation d'avoir des outils utilisables, pour ne parler que de la partie système d'information, assez rapidement. Et enfin, il faut qu'on garde cette dynamique, cette belle effervescence, ce niveau d'engagement de l'ensemble des parties, alors qui est bien sûr favorisé quand on livre des choses rapidement, mais il y a quand même un baromètre sur lequel il faut se pencher de temps en temps pour s'assurer qu'on reste tous engagés, qu'on ne dévie pas, qu'on maîtrise finalement cette méthodologie, parce que un des risques qu'il pourrait y avoir dans mon écosystème, c'est que si vous tendez le micro à 100 personnes, vous avez 100 idées et 100 besoins. Lequel passe avant l'autre, lequel est le bon besoin. Donc voilà, cette approche-là, cette rigueur intellectuelle, c'est des choses qu'il faut garder à l'esprit si on veut que tout ça, ça marche bien. Et donc là, on voit des éléments de réponse sur ce slide. Il y a un sujet d'acculturation, y compris en très haut lieu, parce que quand au début on lance ce genre de belle aventure, rapidement on se dit mais pourquoi, ça va nous apporter quoi? Ok, c'est cool, on en parle, mais ça va servir à quoi? Donc il y a aussi des résistances, voilà, des résistances qui tombent les unes après les autres, et c'est un investissement. De la même façon, quand on tend le micro à 100 personnes, eh ben, il faut être sûr de la représentativité des gens. C'est un peu bête, mais si vous me posez 100 fois la même question sur un besoin, je peux vous faire 100 réponses différentes. Enfin, à un moment donné, il faut, par cette intelligence collective, par un bon sponsorship, savoir bien organiser les travaux. Et puis il fallait aussi qu'on se donne confiance, parce que c'était nouveau pour nous. L'agile, on ne l'envisageait pas sur tous les sujets. On voulait avoir nos premiers galons sur cette méthodologie. Et là où on avait historiquement l'habitude de faire des beaux projets cycle en V avec des règles de gestion données par un régulateur parce qu'il voulait 3 décimales et pas 4, etc. Même dans l'écosystème des régulateurs, c'est en train d'évoluer. On a des réglementations qui arrivent pour lesquelles le régulateur est très clair, à 80%. Les 20% qui restent, il va nous les donner 5 jours avant qu'il faudrait qu'on soit en prod, quoi. Donc comment on fait? Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles on va, maintenant qu'on s'est fait la main, maintenant qu'on a envie, pour lesquelles j'envisage d'ouvrir des portes pour perpétuer cette expérience. Voilà. Il fallait qu'on ait cette confiance et, entre nous, dans la technologie, la façon de faire, etc. Il fallait qu'on change un peu notre approche des sujets. Et d'ores et déjà, au bout de 2 ans, on en tire des grands bénéfices. Et là, on peut allonger la foulée, etc. On fait ça plus sereinement, collectivement.